Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse vidéo, c'est-à-dire qu'on va analyser un reportage qui a été fait par le magazine Combini, qui s'est introduit dans une école pour les enfants dits à haut potentiel intellectuel. On va voir si cette école, elle est bien faite, mal faite. Est-ce que c'est bien ou mal pour les enfants? Est-ce que ça serait bon pour tes enfants? Est-ce que ça aurait été bien si tu avais pu en bénéficier? Bref, je vais te donner des clés de compréhension, on va analyser et chaque point va te permettre d'avoir une connaissance complémentaire pour justement apprendre plus sur ton fonctionnement de haut potentiel ou d'hypersensible. N'oublie pas qu'avant de commencer, tu as la possibilité en description de cette vidéo ou de podcast de t'inscrire à la newsletter privée dans laquelle je donne beaucoup plus de conseils pour les hauts potentiels et les hypersensibles. Enfant à haut potentiel, déjà, ça ne veut pas dire enfant plus intelligent, ça veut dire enfant qui a une façon de réfléchir bien différente. J'ai l'impression dans ma tête. Alors, c'est déjà intéressant, je coupe déjà la première seconde. Ça ne veut pas dire simplement intelligent, ça veut dire enfant qui a une manière différente de réfléchir. Donc là, je suis en accord avec cette dame. Effectivement, ce n'est pas que de l'intelligence pure, c'est-à-dire de la performance cognitive, c'est une manière différente. Donc, bon point là-dessus. On dit souvent, oui, enfant surdoué, petit génie. La majorité de nos élèves, c'est surtout une hypersensibilité exacerbée. Je trouve que je suis un enfant. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'elle nous dit la majorité de nos élèves, c'est aussi une hypersensibilité exacerbée, ce qui veut dire qu'elle associe donc le haut potentiel à l'hypersensibilité. Je pense que c'est une éducatrice ou une professeure, peut-être la directrice de cette école, et qui nous dit que c'est l'hypersensibilité exacerbée. Donc c'est intéressant parce que déjà elle associe ces deux concepts, le haut potentiel intellectuel et l'hypersensibilité, qui en général, quand on écoute le monde académique, le monde clinique, on va dire, séparent totalement les deux et même déconstruisent le second. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, le haut potentiel intellectuel existe, mais l'hypersensibilité, entre guillemets, je dis bien, n'existe pas ou n'est pas prise en compte dans l'évaluation du haut potentiel. Donc c'est intéressant déjà que cette dame-là, qui côtoie ce qu'on va pour l'instant appeler des enfants au potentiel, ait fait ce rapprochement entre les deux. On va voir si on peut aller plus loin par rapport à ce que nous explique. J'ai décidé de représenter Arborescence. Une école pas comme les autres, avec des règles pas comme les autres. Tous les enfants qui y sont précoces, donc à haut potentiel. Parce que nous, dans notre cerveau, on a plusieurs... Alors encore deux notions, précocité et haut potentiel. Donc les enfants précoces et les enfants à haut potentiel. Là aussi, il y a une complication dans ces notions-là, c'est-à-dire que le haut potentiel, lorsqu'on parle d'une personne adulte, effectivement, on peut, entre guillemets, le dépister. La précocité, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, puisque la précocité, c'est une avance une avance intellectuelle dans ce cadre-là, par rapport au niveau d'un enfant de son âge, d'une tranche d'enfant de son âge, dans le pays concerné. Donc, c'est-à-dire que selon les critères qui sont pris en compte, et on va voir quels critères sont pris en compte, j'espère qu'ils vont nous le dire, eh bien, s'il y a une précocité, c'est-à-dire qu'une avance, précoce, ça veut dire être prêt avant, eh bien, on considère l'enfant comme haut potentiel. Et c'est là que parfois, il y a des problématiques, enfin en tout cas c'est compliqué, parce qu'un enfant peut être précoce dans certaines thématiques, mais ne pas être obligatoirement haut potentiel intellectuel. Si je fais la comparaison, prenons l'exemple d'enfants virtuoses que l'on voit souvent dans les pays asiatiques, la fameuse enfant pianiste de 5 ans, le fameux violoniste de 6 ans. Est-ce qu'ils sont précoces ou est-ce qu'ils sont haut potentiel et donc doués? Là est la question, est-ce que c'est une surcharge de travail qui fait qu'ils sont précoces, un entraînement intensif, ou bien ce sont des aptitudes naturelles qui font que ces enfants ont été bons au piano, au violon? Je pense que c'est plutôt la première solution, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge de travail pour les amener à ce niveau-là, cette précocité, par rapport à des enfants de leur âge. Donc la précocité, au potentiel, clé de compréhension à prendre en compte. Hop, on s'arrête en cours de vidéo avant qu'elle ne reprenne pour te rappeler que tu as la liberté de recevoir ma newsletter privée avec laquelle j'envoie beaucoup de conseils pour les hypersensibles, les hauts potentiels, ce qu'on appelle les atypiques de manière générale. C'est un moyen complémentaire d'en apprendre plus et peut-être de sortir de ton mal-être ou d'atteindre tes objectifs d'épanouissement. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ma newsletter. Le lien se trouve en description ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant
et on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Allez, on retourne à la nouvelle vidéo. Quand je suis passée en CP, je donnais toutes les réponses. Bon, c'était pas de ma faute parce que clairement les cours ils étaient ennuyeux pour moi. Ils étaient pas à ton niveau, ils étaient moins en dessous. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes déjà. C'est effectivement, le fait qu'un enfant haut potentiel s'ennuie en classe, oui, c'est la vérité, puisque un enfant qui est haut potentiel, même s'il n'a pas la connaissance du cours en lui-même, la vitesse à laquelle on enseigne un enfant normal lui paraît très lente. C'est-à-dire qu'un enfant normal, on va prendre 1 heure pour lui expliquer, par exemple, le fonctionnement de l'addition. Un haut potentiel, il va lui falloir peut-être 10 minutes. Bon, j'exagère un petit peu, hein, mais c'est ça un petit peu le principe, le fonctionnement. C'est-à-dire que pour un haut potentiel, on va lui expliquer rapidement le principe. Hop, il a fait les connexions, il comprend. Et après, tout le reste du temps, dans l'heure de cours, ça va être du rabâchage, de la répétition, répondre aux enfants qui n'ont pas compris, pourquoi Pierre, Jacqueline n'a pas compris, leur expliquer. Et pendant ce temps, le haut potentiel, lui, il a compris depuis le début comment ça fonctionnait. Et donc, il reste là à attendre. Et quand il attend, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense à autre chose, il s'ennuie, il regarde par la fenêtre. Et effectivement, au bout d'un moment, il décroche du cours au moment où il ne faudrait pas décrocher. Donc effectivement, là-dessus, je suis d'accord qu'il y a une différence. Ces enfants se sentent à part. Mais par contre, le petit Arthur qui est en train de nous dire quelque chose d'autre, et c'est assez intéressant. Je vais juste revenir dans quelques secondes. Ils étaient en milieu pour moi. Ils n'étaient pas à ton niveau, ils étaient moins en dessous. Ils étaient en dessous les gens de ta classe. Moi, je me sentais un peu seule. Alors là, le petit garçon, le petit Arthur, je crois, il a dit que les autres étaient en dessous de ton niveau. Oui et non. Encore une fois, il faut dissocier la partie performance cognitive et le niveau de ce que c'est que l'intelligence globale, l'intelligence générale. Encore une fois, c'est pas parce qu'un enfant sait faire une équation du second degré au CP que ça veut dire qu'il est au potentiel. Ça veut dire que peut-être que quelqu'un lui a appris, peut-être que c'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement et donc il a lu un livre, c'est rare, hein, mais ça peut arriver sur les équations du second degré. C'est pas automatiquement une précocité ou surtout un haut potentiel intellectuel qui fait qu'un enfant est au-dessus ou en dessous de la moyenne des enfants de son âge dans le cadre scolaire, encore une fois. Dans le cadre scolaire. C'est une école qui est spécialisée dans l'accueil des enfants qu'on appelle à haut potentiel. Enfant à haut potentiel, déjà, ça ne veut pas dire enfant plus intelligent, ça veut dire enfant qui a une façon de réfléchir bien différente. Un enfant est défini à haut potentiel à partir du moment où il a passé un test chez un psychologue. Ah ! Alors, cette jeune dame qui donc était la directrice a priori de cette école nous donne une bonne description de ce que c'est un haut potentiel. C'est pas quelqu'un qui est intelligent mais qui pense différemment, mais est considéré dans son école comme enfant à un potentiel, un enfant qui a été dépisté par un psychologue par un test. Ce qui sous-entend, je ne voudrais pas m'avancer, peut-être qu'on le saura plus tard, un test VISC pour les enfants, hein, puisqu'il y a le VICE et le VISC, un test VISC pour les enfants. Ce qui fait qu'on retombe encore une fois sur le sacro-saint Saint Graal pour faire partie de haut potentiel, de passer par cet unique test qui est le VICE pour les adultes ou le VISC pour les enfants, qui détermine quoi ? Qui détermine un niveau, un chiffre même de QI, de quotient intellectuel. Ce qui fait que, dans ce qu'explique cette directrice, et je ne suis même pas sûr qu'elle soit au courant, c'est qu'elle dit qu'effectivement, au potentiel, un enfant au potentiel, c'est pas un enfant qui est intelligent, mais qui pense différemment, donc entièrement d'accord. Mais après, elle dit, mais par contre, pour les dépister, il passe un test, c'est le psychologue, qui est sûrement le test VISC, qui lui ne mesure que la performance cognitive. Donc c'est totalement à l'opposé de sa première définition. Alors je ne dis pas qu'elle fait exprès, hein, parce que je pense que c'est déjà extraordinaire de proposer une école comme ça et qu'elle ait le courage de le faire. Je ne sais pas si c'est elle, son initiative ou quelqu'un d'autre, mais déjà voilà, intelligence et test de dépistage pour y arriver, un test VISC qui ne mesure que la performance cognitive, c'est-à-dire le quotient intellectuel, déjà moi ça ne me va pas. Ce qui veut dire que d'autres enfants qui n'ont pas ce quotient intellectuel, c'est-à-dire qui ne sont pas au-dessus de 125 ou 130, sont censés ne pas avoir droit à cette école. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Alors qu'en fait, le haut potentiel des enfants, c'est quand même différent. Voyons voir.
On dit souvent, oui, enfant surdoué, petit génie. La majorité de nos élèves, c'est surtout une hypersensibilité exacerbée et ça pose beaucoup de problèmes à l'école parce que cette façon de penser différente est pas très simple à gérer. Jusque-là, je suis d'accord. Donc, je pense qu'elle a une bonne expérience de terrain. Effectivement, hypersensibilité, le côté émotionnel, l'intelligence émotionnelle et quand on est au potentiel, on n'est pas que au potentiel de manière cognitive, de performance cognitive, on a aussi un haut potentiel au niveau émotionnel qui est automatiquement lié et qui font que les enfants sont des éponges à émotions et ont un surplus de simulation aussi émotionnelle qui font que c'est compliqué pour eux. Et donc, ça en fait des enfants qui n'ont pas les outils pour apprendre à gérer ces émotions différentes de la moyenne. Et donc, effectivement, ça peut se manifester par différentes formes. Des enfants colériques, turbulents, ou au contraire introvertis, renfermés. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Donc, bonne observation de cette dame-là. Je trouve que je suis un enfant bête. Je suis pas comme les autres enfants. Les autres enfants, ils sont plus sages. Bah, c'était compliqué à vivre, surtout de le voir pas heureux d'aller tous les jours dans cette école. Dans ma nouvelle école, j'aime bien la maîtresse, elle m'aime bien. Parfois, je suis punie, mais pas beaucoup de fois. Donc, ce qui veut dire que dans cette école, il y a de la punition. Dans un acte pédagogique orienté vers les enfants au potentiel, la punition, moi, ça me paraît bizarre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir, hein, mais c'est vraiment la dernière option à mettre en place avec déjà un enfant tout court, et d'autant plus avec un enfant à haut potentiel qui a d'autres clés de compréhension et qui a d'autres représentations de ce que c'est que la punition. Donc, une école pour haut potentiel, des punitions, déjà, le mot devrait être changé, et bref, à voir encore une fois. Est-ce que vous êtes capable de rester là tous les deux à faire une partie d'échecs calmement ou je vous mets dans la classe de Branka avec du travail? On a ouvert en septembre 2015 pour la première fois. On avait 7 élèves. Là, on est à 4 classes, donc 4 enseignants. On a à peu près 52 élèves. C'est ça, hein, la différence, c'est qu'on est très nombreux en tant qu'adultes et on a le temps. On peut prendre le temps pour eux. On peut prendre le temps de discuter avec eux, on n'est pas pressé. Et moi, je me suis toujours dit, je veux m'occuper de mes élèves comme j'aimerais qu'on s'occupe de mes enfants. Les classes, elles se mélangent. Donc, cette jeune dame aux cheveux blancs ou blonds, je ne sais pas, a des très bonnes intentions, d'après ce que je vois, hein, de ce que le reportage a filmé. Déjà, moi, j'aimerais bien comprendre le business model de cette école. Est-ce qu'elle est sous contrat avec l'éducation nationale, qui subventionne, qui paye, les parents, l'État, autre chose. Déjà de passer de 7 élèves à 50 élèves en quelques années, en 5 ans, un peu plus, déjà on voit qu'il y avait une demande pour cette école-là. Donc ça soulève d'autres questions. J'espère que le reportage y répond, mais ça soulève des questions intéressantes. Manger, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de niveau. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à notre niveau. Chacun va apprendre à son rythme. On démarre un cycle d'histoire. L'histoire, est-ce que quelqu'un déjà peut me le définir vite fait? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle l'histoire? Parce que c'est l'histoire de la vie de l'homme. Oui, l'histoire est devenue histoire à partir du moment où on a eu l'invention de l'écriture. Alors là aussi, encore une fois, c'est intéressant. C'est difficile. C'est difficile. C'est très facile de critiquer, hein, beaucoup plus facile de critiquer que le contraire. Là, je vois encore une classe. Alors, je pense que les bureaux sont des bureaux de récupération, je pense, vu qu'il y a une diversité dans le mobilier. On est encore dans le cadre d'une classe totalement classique, c'est-à-dire le bureau du professeur qui enseigne devant. La classe, c'est des bureaux par deux séparés. Au fond, la sempiternelle carte mondiale. Les murs d'un blanc coquille d'œuf gris, d'une tristesse à mourir. On est dans une école pour haut potentiel. Alors, effectivement, encore une fois, certains vont dire, mais c'est écrit, ce sont des détails, c'est la pédagogie qui compte. Oui, mais on est encore dans un cadre de appreneur-apprenant, élève par deux, etc. De mon expérience, pour avoir pratiqué des écoles alternatives, notamment l'école Freinet, il n'y avait pas de bureau, tout simplement. On était dans un cadre d'apprentissage, dans une pièce avec des éléments. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à Montessori.
Et on n'est pas dans le cadre de rester assis, parce que là, quand je vois des élèves assis comme ça, en sachant que chez le potentiel, on a certains enfants qui ont des TDAH, donc une certaine hyperactivité, rester assis, c'est compliqué. On l'a vu, le petit est en chaussettes, s'est mis debout sur le bureau parce que sûrement il n'en pouvait plus. Voilà, on est dans un cadre où ça me paraît un petit peu rigide pour du haut potentiel. La pédagogie d'arborescence, c'est de donner aux enfants un programme personnalisé, prendre là où ils en sont et de les emmener là où ils sont capables d'aller, pas en fonction des programmes de l'éducation nationale, mais vraiment en fonction de leurs appétences à eux et de ce qu'ils savent déjà faire. Citez-moi des... Très très bien, très intéressant ce que dit cette directrice. Donc, je pense que les fondements de sa motivation ont l'air très clairs et sont, alignés avec les besoins de haut potentiel. Assistant de la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez. Oui. Jean Moulin. Charles de Gaulle. Alors par contre, je fais une parenthèse, là, elle parle d'histoire, là elle nous disait que justement, la directrice nous disait qu'elle ne se référait pas au programme de l'éducation nationale, et donc c'était un programme personnalisé. Donc est-ce qu'elle est sous contrat avec l'éducation nationale? Et c'est encore là le problème. C'est tout un écosystème entre le contrat d'éducation nationale, l'école, où amène l'école, jusqu'où amène l'école, jusqu'où amènent les élèves, l'école. Et est-ce qu'à la sortie de ce type d'école-là, est-ce que les élèves ne sont pas en totale dysynchronie avec les fonctionnements sociaux classiques et le fonctionnement scolaire? Est-ce que ça les amène au BEPC, au bac? Est-ce qu'ils peuvent réintégrer un cursus normal? Voilà. Là, une grande question, parce qu'effectivement, quand on rentre dans le système de la scolarité des enfants au potentiel, c'est tout le système du début de l'éducation jusqu'au métier de l'enfant qu'il faut revoir, et pas juste une section, et après on réintègre l'enfant avec une certaine avance. Parce que moi, ce que je vois dans les écoles comme ça, c'est qu'effectivement, ils vont l'amener jusque là où l'enfant peut aller. Donc imaginons que l'enfant, je dis n'importe quoi, mais saute 3 classes au niveau parce qu'il va plus vite. Et quand il sort de ce cursus de primaire ou du collège, parce qu'a priori, j'ai vu que des enfants du primaire, est-ce qu'il réintègre un collège avec 3 ans d'avance? Ou est-ce qu'il réintègre un collège dans la même classe d'âge? Enfin, c'est un petit peu compliqué de se dire, OK, c'est déjà très bien de faire ça, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les lâche après dans la nature et puis ils se démerdent avec le niveau qu'ils ont obtenu? Oui, je suis au vrai. On a des enfants qui arrivent chez nous à 4 ans, ils connaissent déjà les racines carrées. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais si nous, on s'en tient à 4 ans au programme de l'éducation nationale qui va être de colorier 3 bonshommes identiques, par exemple, je dis n'importe quoi, forcément, on va les perdre. Donc, soit ils vont s'agiter, soit au contraire, ils ne vont plus rien faire. Nous, on adapte le programme à eux. Aurélien, tu nous fais un exposé sur... Encore une fois, très très bonne analyse de cette dame-là, donc très alignée. Alors c'est la directrice, je pense, je suis dehors que l'école est à son initiative, j'espère qu'on va le savoir. Le coût de la scolarité est de 6 000 € l'année. C'est le prix que coûte un enfant à l'éducation nationale aujourd'hui, sauf que les parents le payent dans leurs impôts. Nous, malheureusement, on n'a pas d'aide de l'État, mais on a un système de mécénat, on a un système de bourse, donc il faut que les parents nous appellent et on essaye forcément de trouver des solutions. Ah, alors déjà, on a des informations intéressantes. Donc, la scolarité coûte 6 000 € par an, ce qui fait à peu près 550 € à la louche par mois. Donc déjà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et je le conçois tout à fait, parce qu'effectivement, ayant moi-même réfléchi à une scolarité différente pour mes enfants, je sais que c'est très coûteux. Ça va de 600, 800, 1000, voire parfois plus par mois. Et elle a entièrement raison, c'est ce que ça coûte à l'éducation nationale. Mais les parents ne le voient pas, puisque c'est dans les impôts, donc c'est totalement les parents ont l'impression d'une scolarité gratuite avec l'éducation nationale, mais en fait, c'est ponctionné dans leurs impôts. Bref, c'est le système. Donc, quelqu'un qui veut mettre un enfant dans cette école-là, ça coûte en gros, elle a la louche, 600 €, un peu moins de 600 € par mois. Elle dit qu'il y a des bourses, qu'il y a des mécénats. Ayant une amie qui a essayé de monter une école alternative, j'ai des doutes quant aux bourses que l'on peut trouver pour ce style d'école-là et aux mécénats que l'on puisse trouver aussi. Pour des petites classes, autant il peut y avoir des mécénats ou des bourses pour des écoles supérieures, parce qu'effectivement, quand on mécène, on attribue des bourses à des personnes, c'est en quelque sorte essayer de subventionner des futurs poulains que l'on pourra récupérer au niveau professionnel. Là, dans le cadre d'une école primaire, c'est compliqué d'avoir un mécène professionnel, entrepreneurial, qui arrive et qui dit tiens, voilà, je vous donne
20, 30, 50 000 euros pour cette école, en sachant que ces enfants, il n'est pas sûr de les retrouver un jour ou l'autre pour rentabiliser son mécénat. Il ne faut pas croire que le mécénat, c'est juste comme ça. Le mécénat, il y a toujours un retour sur investissement derrière qui est cherché. Et donc, je suis un peu, pas dépité, mais je suis navré de constater qu'effectivement, le fonctionnement de cette école se repose sur l'analyse que j'avais faite il y a quelques années en arrière, effectivement, que c'est qu'une école comme ça a un coût non négligeable pour des parents, et donc n'est pas accessible à tout le monde, et donc est accessible aux parents les plus fortunés. Et on risque de retomber, je ferai une conclusion à la fin, mais sur une école de petits génies pour les parents. Il faut toujours être occupé en fait. C'est ça le truc des enfants précoces. S'ils sont pas tout le temps stimulés, ils vont essayer de faire quelque chose pour s'occuper. Alors, c'est très, très, très intéressant, c'est très vrai. Alors, ce qui me choque un petit peu, c'est que soit les enfants sont très conscients eux-mêmes du fonctionnement du haut potentiel, ce qui est étonnant, puisque d'expérience, ayant accompagné les enfants, ils ne sont pas conscients du tout de tout ça, ou soit c'est ce qui leur a été rabâché ou enseigné à l'école. Et je pense qu'encore une fois, ça vient d'un bon sentiment. Je pense que cette école, en tout cas c'est ce que j'aurais fait, moi à leur place, leur a expliqué le fonctionnement du haut potentiel pour qu'ils aient une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Et donc là, on arrive sur un petit peu des choses qui ont l'impression d'être ressorties comme on ressortirait une table de multiplication. Combien font 2 fois 2 ? 2 fois 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Et là, si on leur demande qu'est-ce que c'est un potentiel, c'est un enfant qui souffre, c'est un enfant qui a besoin d'être stimulé. Et on entend des mots-clés comme ça qui, j'ai l'impression, ont été appris plutôt qu'autre chose. Bon, c'est bien, c'est mal, je vous laisse juger. Mais alors, donc le programme, a priori, il travaille le matin et l'après-midi, ils ont des ateliers. Très bien, c'est une bonne solution pour à la fois avancer au niveau du programme scolaire et laisser une certaine liberté. Effectivement, il faut que les enfants soient occupés, donc très bien. La majorité sont des enfants qui ont été en souffrance à l'école. On se retrouvait avec ce qu'on appelle des phobies scolaires ou des burn-out infantiles, des burn-out scolaires. Alors, encore une fois, cette directrice explique des choses qui sont tout à fait concrètes, qui sont tout à fait dans la pratico-pratique. Donc, je pense qu'elle est très au fait de ce que c'est que les enfants à haut potentiel. Et donc, c'est un gros point positif pour cette école-là. Après, entre la théorie et la pratique, je sais qu'il y a toujours des écueils, donc on n'est pas toujours responsable, mais bon. J'ai un peu honte à le dire, mais assez souvent je pleurais à la cantine parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'embêter. Aussi, ils se mettaient à plusieurs contre moi. Et le pire, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de mentir et les adultes, ils gobaient tous les mensonges. Je pouvais pas faire confiance aux enseignants. Et au bout d'un moment, ils me mettaient dans... Alors, ça, effectivement, c'est vrai que les enfants précoces ont l'impression d'être dans une jungle hostile quand ils sont dans une école normale, à la fois jungle au niveau de l'agressivité de leurs collègues, et le petit garçon le dit très bien, la cour d'école, c'est une jungle pour haut potentiel, et effectivement, quand les adultes, comme beaucoup de professeurs, sont parfois un petit peu débordés aujourd'hui, et même tout le temps débordés, ils n'ont pas le temps d'individualiser la réponse et donc de prendre en charge un enfant pour lui accorder l'écoute dont il a besoin, encore plus quand c'est un enfant au potentiel avec une hypersensibilité, et si en plus il est harcelé à l'école, donc c'est un enfant qui a besoin de 2 fois plus d'écoute. Et effectivement, les injustices quand on est un enfant au potentiel, ça sort de la logique, du cadre de la logique, donc ça sort de notre processus de fonctionnement, on n'est pas codé comme ça, donc si c'est interdit dans l'école de harceler, pourquoi le professeur ne fait pas respecter cette règle de ne pas être harcelé? Pourquoi moi je me fais harceler alors que c'est pas ça? Les autres mentent, le professeur les écoute. Et ça, ce qui arrive très souvent, professeur débordé, d'autres enfants meilleurs manipulateurs qui racontent des bobards, et on tombe dans une sorte d'injustice qui est très difficile à digérer lorsqu'on est un enfant précoce. Alors, au premier étage, on a toutes les chambres des garçons et au deuxième étage, toutes les chambres des filles. Il n'y aura pas de changement. Je ne veux pas entendre de cris, de non, mais c'est nul, gna gna gna. Sinon, c'est très simple, vous repartez chez vous. Non. Vous êtes prêts? Alors, je pense que c'est la directrice, puisque c'est la même coupe de cheveux. Donc, on a plusieurs mois d'intervalle, c'est le mois de juin, donc fin d'année. Dans le système d'éducation, il ne faut pas faire de menaces que l'on ne peut pas tenir à un enfant normal, et encore moins un enfant au potentiel qui comprend tous les rouages. Donc quand on donne un enfant, là, a priori c'est dans un stage ou dans
un camp de vacances ou de pré-vacances, si on leur dit si ça se passe mal, si vous parlez, hop, vous rentrez chez vous, l'enfant potentiel, il sait très bien qu'il ne rentrera pas chez lui, il sait très bien que ses parents ont sûrement payé le stage, et que de toute manière, ils ne vont pas faire venir un car pour faire rentrer un enfant. Donc il sait très bien que cette menace est une fausse menace, et donc le professeur perd sa crédulité, alors que il faut être ferme, c'est clair, mais l'enfant au potentiel doit être enseigné à même niveau. Il ne faut pas se mettre au-dessus, il faut se mettre au même niveau que lui et l'amener avec des techniques pédagogiques à la compréhension des règles, etc. Alors, effectivement, il y a des moments où il faut mettre une barrière, c'est clair, mais là, dire, si vous faites du bruit, si vous parlez, allez hop, vous rentrez chez vous, je pense que si ce sont tous des enfants au potentiel, il n'y en a pas un qui a cru une seule seconde à la menace, donc je pense que ça n'a pas marché. Et il y a d'autres moyens plus fins et plus au niveau des hauts potentiels. Parfait. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que J'ai les premiers. J'ai des premiers masques. Salut les gros cons. Allez les connards. Alors, effectivement, là, il y a des choses, bon, les gros mots, dans des enfants qui sont en primaire, ce sont des choses qui ne passent pas. Il y a des manières pédagogiques de... On ne peut pas enrayer, on ne peut pas transformer les enfants du jour au lendemain, mais il y a des manières d'enrayer ça, et surtout d'indiquer, de prévenir les enfants des limites à ne pas dépasser. Les gros mots, la violence, il peut y avoir des fonctionnements tout à fait ludiques, pédagogiques, pour dire, ben, à chaque fois qu'on attrape un enfant en train de dire un gros mot, eh bien, ça sera par exemple une croix rouge ou un petit monsieur grognon qui sera rajouté à ton tableau, par exemple. Et donc, il n'y a pas de punition. Mais regarde, voilà, à la fin de la semaine, on fait le bilan de voir qui a été le plus poli, qui a été le moins poli. Alors, effectivement, il y a une ordre de classement, mais dans la société, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Et ça permet à l'enfant de se rendre compte par lui-même, de dire « Ah tiens, c'est vrai qu'effectivement, je parle très très mal par rapport à mes autres collègues, où effectivement, je suis beaucoup plus violent » et l'amener, donc avec des clés de compréhension, des clés pédagogiques, à essayer de modifier ce comportement-là. Et moi, ça passe pas. Les gros mots comme ça... Si j'ai un message à faire transmettre à Christine, ce serait ton école est super parce qu'il n'y en a pas assez d'écoles comme ça. Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont pas comme les autres dyslexiques, dysorthographiques ou tous les types de 10 et qu'il y a très peu d'écoles adaptées. Alors effectivement, clé de compréhension, la dyslexie, dysorthographie, c'est ce qu'on appelle alors twice exceptionnel au niveau anglo-saxon, double exceptionnalité en francophonie. Ce sont des enfants qui ont à la fois un haut potentiel et un autre trouble, TDAH, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. On appelle ça de double exceptionnalité parce que c'est pas exceptionnel au niveau, c'est génial, et c'est exceptionnel parce qu'effectivement c'est déjà rare à la base et on cumule deux signes, on va dire, de comportements, de profils, de troubles rares. Effectivement, ça complexifie le rôle d'éducation. Je fais une petite parenthèse, cette dame-là qui gère cette école-là, il faut un courage considérable pour faire ça. Donc, je ne lui enlève pas ce courage-là. Encore une fois, c'est très facile pour moi de critiquer là-dessus, de voir que les côtés négatifs, mais il y a énormément de côtés positifs. Déjà que l'école existe, ça a dû être une galère de créer cette école. Bref, j'en ferai la conclusion après. Les parents nous disent qu'une fois qu'ils repassent au collège, ça se passe globalement très bien. On leur a appris à se tenir, on leur a appris à métacommuniquer avec les enseignants, c'est-à-dire à aller vers eux et leur expliquer qu'ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Ah, alors voilà, j'ai ma réponse. Donc, une fois qu'ils terminent l'école primaire, ils sont relâchés au collège. Et donc, ils savent se tenir. Donc, mes espoirs s'effondrent en fait. Je suis très mitigé, on arrive à la fin du reportage. On va aller jusqu'à la fin et puis je ferai une conclusion par rapport à ça. Mais bon, a priori, ça répond à mes craintes, c'est-à-dire que les enfants sont relâchés au niveau du collège dans un système classique.
Donc maintenant, ils n'ont plus qu'à jouer et puis quand on est là pour eux, s'il y a besoin, ils peuvent venir nous voir. Clap de fin. Bye bye. Donc, conclusion sur ce reportage de Combini qui a l'habitude de prôner la diversité. Déjà, grand courage à cette dame. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui est à l'initiative du projet, qui a monté le projet. En tout cas, c'est elle qui est mise en avant dans ce reportage-là. Un gros bravo à cette dame-là qui, franchement, c'est une galère sans nom de monter un tel établissement. Donc déjà, c'est magnifique que ça existe. Cela dit, moi j'aime bien l'expression « mieux vaut fait que parfait ». Donc on est dans l'expression, on est en plein dans le cœur de ce type d'expression-là. Mieux vaut fait que parfait. Mais effectivement, je vois encore des dysfonctionnements par rapport aux besoins de l'enfant. Alors, c'est très facile au niveau théorique de dire ça. J'ai travaillé avec des enfants pendant des années, dans le cadre scolaire, dans le cadre extrascolaire. C'est très compliqué de gérer les enfants et d'arriver à faire quelque chose de parfait. Sur le papier, on fait toujours des choses parfaites. Et après, une fois qu'on est vraiment dans le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, mais je vois encore beaucoup de résurgence de fonctionnement archaïque de l'éducation nationale, malgré une bonne volonté qu'il y a derrière. Mais ce qui me fait surtout peur, c'est que c'est un coup d'épée dans l'eau de dire, voilà, en fait, on les prend au primaire, et quand ils finissent le primaire, effectivement, on les relâche dans la jungle. En gros, un petit peu, c'est comme si on te disait, voilà, tiens, tu as une petite grenouille dans la jungle, tu sais sûrement que tu vas te faire becter à un moment par un animal féroce. Donc, on te met dans notre aquarium où tout va bien se passer. Tu grandis un petit peu, tu prends un peu confiance en toi, tu deviens un petit peu plus costaud. Et dès que tu es prête un petit peu, hop, on te relâche dans la jungle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Elle va se faire becter. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque étant enfant, j'ai, moi en tant qu'élève, suivi un cursus dans une école alternative et ensuite je suis rentré donc au primaire dans une école classique et ça a été un choc d'une violence extrême. C'est-à-dire qu'en fait on passe un petit peu du paradis à l'enfer en quelque sorte. Donc c'est très compliqué alors, les solutions sont difficiles, mais c'est très compliqué de se dire ok, je prends ces enfants-là, je les mets dans une sorte de bulle, un cocon. Et puis, dès qu'ils arrivent au collège, donc c'est pas très grand le collège, c'est la préadolescence, je vous relâche dans la jungle, et puis si vous voulez, vous revenez nous voir. Mais bon. Et là, se dire, en fait, oui, elle a fait sa part du colibri, effectivement, bravo, mais les enfants ne vont juste garder qu'un souvenir d'une école qui était géniale, mais ça va, dans cette préadolescence, cette adolescence, ils vont être détruits par le système, en quelque sorte. Et dans une version idéale, alors encore une fois, c'est compliqué, c'est facile pour moi de lancer des théories. Dans une version idéale, il faudrait que ces enfants soient accompagnés du début jusqu'à la fin de leur cursus dans une pédagogie et plus tard adulte, une andragogie différente du cursus de l'éducation nationale, qui est un rouleau compresseur à mouton. Donc, et les hauts potentiels, ça ne rentre pas du tout dans ce cadre-là. Donc, effectivement, je pense que cette dame-là a une volonté très pure de faire ça, d'aider. Elle n'a sûrement pas tous les moyens de faire ce qu'elle veut faire. C'est déjà beau que ça existe, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est une sorte de rose dans un champ de mine, dans un champ de guerre. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est beau, c'est joli, c'est déjà bien, il y a de la bonne volonté, mais on est dans une goutte, dans un océan d'hostilité, et ces enfants, ça sera difficile pour eux après. Et ce que je remarque surtout dans ce reportage, c'est qu'effectivement, on est encore une fois sur tout un problème de mécanisme global de l'éducation, c'est-à-dire qu'effectivement, les parents laissent la responsabilité de l'éducation de leurs enfants à une personne tierce, c'est-à-dire à l'école. Et effectivement, c'est tout le système qu'il faudrait revoir là-dessus. C'est pourquoi on fait des enfants. Si on fait des enfants, qu'est-ce qu'on fait quand il faut les accompagner et que ça va moins bien dans le cadre de ces hauts potentiels ? Est-ce que je dis, je ne sais pas, je les confie à quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que quand on fait un enfant, on se dit, ok, je fais un enfant et je vais l'accompagner, l'aider dans tout son apprentissage, et s'il y a des moments où ça accroche, je serai là. Je vais rétrograder, baisser
mes besoins personnels, mon niveau de vie personnel, mon rythme personnel pour aider mon enfant. Et c'est vraiment une question philosophique, un choix de paradigme, se dire, OK, quand je fais un enfant, je le fais pourquoi, pour qui ? Est-ce que je le fais pour mes parents parce qu'ils veulent avoir des petits-enfants ? Est-ce que je le fais pour moi parce que je veux avoir un enfant et puis que c'est bien ? Ou c'est parce que la société veut ça ? Ou est-ce que je veux un enfant parce que c'est gravé au plus profond de mon ADN et que je dois transmettre quelque chose ? Et à ce moment-là, ça me revient à moi de transmettre aussi. J'ai une part de responsabilité dans cette transmission et je ne dois pas laisser cet enfant la responsabilité de quelqu'un d'autre de l'éduquer. Et après, moi, je le récupérerai quand il aura 18 ans pour lui payer sa voiture. C'est toute une question de paradigme, de philosophie, et c'est là où je veux en venir dessus, c'est que c'est très bien tout ça, mais encore une fois, on n'est pas outside of the box, c'est-à-dire qu'on est encore dans la boîte classique, carrée, et on ne sort pas carrément du paradigme de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui n'est pas adaptée au potentiel, alors qu'il y aurait d'autres solutions. Encore une fois, je le répète, très bonne action de cette dame-là, mais c'est une action qui sera écrasée par le rouleau compresseur de notre société quand ces enfants retomberont dans le système classique au collège. Donc c'est très bien, ça mérite d'exister, il faudra en parler plus, mais c'est réservé à des personnes, des parents qui ont les moyens. Pour des enfants qui passent, donc a priori, ils ne l'ont pas expliqué, mais je pense un test VIS-4. Donc ce n'est pas pour tous les enfants qui auraient un atypisme. C'est uniquement pour le primaire. Voilà, il y a beaucoup de si et de conditions qui font que c'est déjà magnifique que ça existe. Mais je suis plus dans ma philosophie à faire une prise de conscience aux parents plutôt que de dire aux parents, ben oui, aller dans une école parallèle, ça va régler tous les problèmes. C'est plutôt une prise de conscience en tant que parent d'enfants au potentiel, de se dire, j'ai une part de responsabilité dans le cadre du tutorat, de l'apprentissage de mon enfant, et si il a besoin d'autre chose, c'est à moi de trouver des solutions. Et pas quand je sors à 17h du boulot, c'est je fais un choix dans ma vie, j'ai fait un enfant, un enfant, c'est pas un chien, un chat ou un poisson rouge. Et s'il y a un problème dans sa vie, s'il a d'autres besoins, c'est à moi, c'est ma responsabilité de l'accompagner là-dedans et donc de faire en sorte d'équilibrer. Je vais parler de moi là-dedans. Moi, j'ai pris la responsabilité quelques années de diviser mon temps professionnel pour consacrer une grande partie à l'enseignement de mes enfants. Donc aujourd'hui, c'est moi qui enseigne mes enfants. On a suivi des programmes d'école privée par correspondance, mais c'est moi qui leur fais l'enseignement. Et effectivement, ça a divisé par 2 mes journées de travail. Donc, il faut pouvoir prendre la responsabilité de le faire. Il faut pouvoir le faire aussi, un travail qui le permet, une entreprise qui le permet. Mais effectivement, c'est ma responsabilité de dire il y a un problème, quelque chose ne va pas, le système ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc, je prends mes responsabilités. Et effectivement, je vais gagner moins d'argent. Je vais peut-être avoir moins d'épanouissement au niveau professionnel. Mais c'est quoi le plus important ? C'est ma société, c'est moi ou mes enfants. Moi, je considère que ce sont mes enfants. Je te recommande de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette analyse vidéo, me dire s'il faut que j'en fasse d'autres, si ça t'a intéressé, parce que voilà, c'est un essai, c'est une première. Si ça t'a intéressé qu'il y a beaucoup de vues, j'en ferai d'autres. N'hésite pas à me proposer en commentaire de cette vidéo ou par mail à contact@udhu.fr d'autres vidéos que tu voudrais que j'analyse pour apporter des clés de compréhension. Et n'oublie pas de lâcher un like pour féliciter et remercier ce travail qui est fait gratuitement sur YouTube. Et tu as en lien de cette vidéo ou de ce podcast, puisqu'on peut écouter le podcast, tu as un lien pour recevoir ma newsletter privée dans laquelle j'apporte beaucoup plus de conseils. Fais-le maintenant, clique et on se revoit dans une prochaine vidéo.